Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Cécile de Ménibus est absente aujourd'hui puisque malheureusement sa voix a relâché, ce qui est quand même un peu difficile pour faire de la radio. On embrasse Cécile, on lui souhaite de récupérer sa voix et sa pleine forme et sa pétillance quotidienne, ordinaire, le plus rapidement possible. Au menu des vraies voix, l'enquête menée par l'inspection générale de la justice sur la mort d'Elias. Vous savez, ce jeune homme qui a été tué à coups de machette en sortant d'un entraînement de football à Paris il y a quelque temps, qui a été tué à coups de machette pour un téléphone portable qu'il avait pourtant donné à son agresseur, est tombé. Le document révèle une accumulation de défaillances graves, brossant le portrait d'un système judiciaire au soit débordé, désorganisé, mais peut-être aussi angélique, puisque nonobstant leurs nombreuses agressions, les protagonistes avaient été laissés en liberté pour avoir, je cite, exprimé des regrets devant le juge. Et on vous pose cette question: est-ce que les juges doivent rendre des comptes de leurs actes? Maintenant, vous dites oui à 99% sur Twitter. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et moi, je le dis, oui, ils doivent être responsables de leurs décisions. Il n'y a pas de raison qu'ils soient une des seules professions au-dessus de toute responsabilité. La question du soir. En France, plus de 21 000 communes ne déposent d'aucun commerce. 25% de moins qu'en 1980. Et on vous pose cette question: faut-il redonner aux maires le pouvoir de réorganiser les centres-villes? Est-ce que pour vous, c'est à eux de gérer, comme ce sont évidemment les élus au plus près du terrain? Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Moi, je dis bien évidemment oui, qu'il faut laisser le pouvoir aux maires parce que c'est eux qui connaissent leur territoire. C'est pas le technocrate à Paris ou ailleurs. Et vraiment, par contre, il faut faire attention à une chose: que les lois sur la concurrence et en termes de commerce ne soient pas totalement aberrantes, comme on le voit avec Chine et des produits qui rentrent en France qui n'ont absolument pas les normes requises en termes de sécurité ou d'hygiène. Allez, c'est parti pour les vraies voix. C'est un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge, je veux entrevoir, c'était comme un mirage. Ce drame à Paris avec la mort d'Elias, 14 ans. L'adolescent a été poignardé vendredi soir par deux jeunes qui tentaient de lui voler son téléphone portable. Si je m'émisse, mais laisse pas traîner ton fils. Le ministre de l'Intérieur s'est dit horrifié par cette violence gratuite et cible en particulier un profond sentiment d'impunité et une culture de l'excuse. Non, laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Les vraies voix Sud Radio. L'enquête menée par l'inspection générale de la justice est accablante pour les services judiciaires des mineurs quand on voit tout ce qu'elle a laissé faire aux deux meurtriers d'Elias. Je vous rappelle qu'Elias, 14 ans, avait été tué à coups de machette à la sortie d'un entraînement de football. Il était accompagné d'un ami pour un téléphone portable qu'il avait pourtant donné. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le pédigré du tueur, notamment ce qu'il dit en prison, est absolument terrifiant. Et on vous pose cette question: les juges doivent-ils rendre des comptes de leurs actes? Vous dites oui à 99%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger, vous avez lu, je suppose, tout ce qui s'est passé dans le dossier Elias, et c'est terrifiant. Si je comprends bien, le pourcent qui reste est pour moi. Hein. Ah donc, c'est possible. Alors, je risque d'être un peu long, mon cher René, mais réellement parce que c'est un sujet délicat. Oui. D'abord, même si je le regrette parfois, tout ce qui relève de la pratique judiciaire ne peut pas être sanctionné. Il y a les voies de recours. C'est le premier point. Deuxième point, moi, j'ai toujours été partisan d'un contrôle professionnel beaucoup plus vigilant sur les actes et les actions des magistrats et éventuellement leurs abstentions. Troisième élément, mon cher animateur, si vous m'écoutez, j'ai une chance de vous convaincre. Non, vous n'avez strictement aucune, je tiens à vous rassurer. Troisième élément, il est évident que dans le rapport qui a été fait, s'il y a des fautes qui sont objectivement vérifiables, eh bien rien n'interdirait de
considérer que ces magistrats puissent être poursuivis pour des transgressions disciplinaires. Et je finis là-dessus, mon cher René, j'ai toujours été persuadé que plutôt que de faire de nouvelles lois dans toutes les tragédies criminelles qui ont frappé la France, à chaque fois on aurait pu examiner si des défauts de vigilance, des incuries professionnelles ne s'étaient pas produites. René Chiche. Alors, au risque de vous décevoir, mon cher Philippe David, je suis un peu d'accord avec Philippe Bilger. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est bien, j'en atomiserai deux au lieu d'un. C'est parfait. Donc c'est bien, on a gagné. Au-delà de la dramatique affaire Elias, bien sûr, tout le monde ne peut qu'être peiné par cette affaire. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que les juges, c'est la question, doivent-ils rendre des comptes? D'abord, ils sont parfois sanctionnés, les juges. Ils rendent des comptes. Mais bien sûr, il y a un conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui sanctionne peut-être pas beaucoup, mais qui sanctionne des juges. Vous savez qu'en 2024, vous allez me dire le chiffre est minime, mais laissez-moi terminer quand même. Mais je vous laisse parler. Voilà. Il y a eu 6 juges qui ont été révoqués et 36 qui ont été sanctionnés. Alors attention maintenant, il faut aussi prendre en compte le rôle, pour moi, et la profession du juge. D'abord, un juge, pour moi, intrinsèquement, il est irresponsable. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est quelqu'un qui décide seul. Finalement, un juge décide seul, après avoir bien sûr examiné le dossier, reçu les accusés, les victimes, il décide seul. Donc une décision d'un juge n'est pas toujours infaillible. En plus, un juge, c'est aussi une appréciation d'un dossier. Et dans le cas, par exemple, de l'affaire Elias, je ne pense pas qu'il y ait une erreur judiciaire, vous voyez, pour moi. C'est qu'il y a eu, effectivement, le mécanisme de la justice qui, en raison de sa faiblesse actuelle, et tout le monde reconnaît que le système judiciaire est faible, il y a eu effectivement non pas des erreurs en plus, non. Mais il y a eu, des défauts dans la mécanique, parce que je vous explique. Il y a un juge qui a proposé, je ne veux pas faire tout le dossier, un juge pour mineur qui a décidé qu'il fallait que les deux soient. Le juge suivant n'a pas suivi cette décision. Vous voyez, c'est pas parce que là, est-ce que les juges doivent rendre des comptes? Ils doivent rendre des comptes s'il y a vraiment une grave erreur. Excusez-moi. Allez-y. Les 2 adolescents ont été déférés une première fois en mars 2023. En 2 semaines, ils ne commettent pas moins de 19 infractions. Je vous donne le pédigré: vol avec violence, extorsion, port d'armes. Si ça suffit pas, 19 attaques, port d'armes, etc., pour aller en préventive, c'est-à-dire qu'il faut tout dépénaliser. Les attaques à la machette, on est chez les dingues, vous ne vous rendez pas compte. Non, mais quand vous présentez la chose comme ça, bien sûr, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais c'est pas ça. Enfin, après, je laisserai Philippe, qui est encore plus spécialiste du droit. Vous avez une première décision, vous avez un autre juge ensuite qui décide de ne pas... il doit être sanctionné. Mais non, parce que, excusez-moi, un juge prend ses décisions pour moi, il apprécie un dossier, il apprécie chaque cas. Alors maintenant, peut-être que pour vous, effectivement... Excusez-moi. Peut-être pour vous, cher Philippe, effectivement, le juge n'a pas pris la bonne décision pour vous. Je peux répondre. Bien sûr. Si avec 19 infractions en 2 semaines, c'est pas suffisant pour être mis en préventive, et c'est pas des dépassements de temps au parc-mètre, c'est vol avec violence, extorsion, port d'armes, on peut dire que le vol avec violence, l'extorsion et le port d'armes sont dépénalisés en France. 19 fois en 2 semaines. Ça fait pas beaucoup? Non, mais excusez-moi, ça fait pas beaucoup? Mais vous ne répondez pas à l'objection. Si je dis le juge est un incompétent, le problème, c'est que quand on a le discours que j'ai, on est considéré comme laxiste. Pas du tout. Pas du tout. Non, on n'est pas considéré, on est laxiste. Mais non, vous vous indignez de manière très... Pas du tout. Vous oubliez... Il y a un gosse de 14 ans qui est mort. Vous oubliez votre réflexion proverbiale. Là, vous vous indignez et vous êtes en réalité en minorité face à 2 intelligences. Face à 2 intelligences. Alors là où, pour rester sérieux, là où vous faites une erreur, c'est tout à fait des erreurs graves commises par les juges, mais qui relèvent encore de la pratique judiciaire. Voilà. Vous ne pouvez pas... C'est ça que je veux dire. Et le comble, c'est que je serais partisan, dans une nouvelle loi, de considérer que certaines pratiques judiciaires sont tellement erratiques qu'on aurait le droit de les sanctionner. Moi, je vais vous dire une chose, il y a une solution pour ça. Est-ce que c'est élire les juges comme aux États-Unis? On élirait le plus bête, arrêtez. On n'élirait pas des juges qui font des trucs pareils. Vous voulez réagir? Tiens, vous êtes pour l'élection. Pour vous, les États-Unis, c'est pas une démocratie, Philippe Bilger? Mais c'est pas le sujet, ça. Mais le rapport... C'est quand même la question. On élirait les animateurs, je ne serais pas sûr que vous seriez élus. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Non.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger et René Chiche. On embrasse Cécile qui a encore un problème d'extinction de voix. On pense très fort à elle. Et cette question, rapport de l'inspection générale de la justice sur le meurtre d'Elias. Les juges doivent-ils rendre des comptes de leurs actes? Vous dites oui à 99%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Ça réagit énormément justement au 0826 300 300. Direction Bayonne. Bonsoir Yann. Bonsoir tout le monde. Merci de me donner la parole. C'est bien normal. Sur Radio, parlons vrai. On vous écoute Yann. Alors, vous avez donné la parole à un simple justiciable. Hein. Désolé, donc j'ai pas les compétences de vos invités. Et donc je suis d'accord avec eux. C'est pas un problème de compétence. Il faut pas le juger pour incompétence. À mon sens, il faut le juger pour complicité. Ah oui, donc vous allez plus loin encore. Oui. D'accord. Ah non, allez-y, exprimez-vous. Excusez-moi, mais si on était, comme on dit, à moitié-moitié, c'est-à-dire ouais, on peut laisser le doute à cette personne-là, mais laisser le doute sur quoi? Sur quelle preuve? Sur le nombre de méfaits qu'il a commis pendant des mois et des mois? Il n'y a pas de doute à avoir. Alors il n'a pas eu de contrôle judiciaire ou d'incarcération parce qu'ils ont exprimé des regrets devant le juge. Ah, génial. Super. Merci. D'accord, ok, très bien. Ok. Alors ça suffit maintenant chez nous? En France, ça suffit. Ça suffit de manifestement, dire, pardon, oui. Excusez-moi. À hauteur, vous voyez, ça m'est déjà arrivé. Un feu rouge, orange, jaune, rouge, oui. Je m'excuse, pardon, voilà. Mais j'ai mis la vie en danger de personne, ou alors j'ai pas été un grand criminel, ou alors je n'ai pas une intention avérée de faire ça. Là aujourd'hui, mais c'est inconcevable qu'on puisse penser au nom de je sais pas quelle formation, de quelle loi, de quel principe, on puisse donner le doute, bénéfice de doute à quelqu'un qui fait que ça. Parce que moi je parle pas de juge, je parle d'une personne avec une forme de conscience et de recul sur ce qu'est la vie, la vraie vie, celle que nous on vit au quotidien. Alors Yann, restez avec nous, ça réagit beaucoup au 0826 300 300, direction Paris. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, bienvenue dans les vraies voix. Alors écoutez, moi je suis entièrement, à 300% d'accord avec l'auditeur qui a parlé à l'instant. Maintenant, ça suffit. Je ne comprends même pas comment des gens peuvent encore défendre ces crapules, ces gens qui sont inhumains. Ça suffit. Maintenant, on a renversé la vapeur en France. Merci LFI, merci la gauche. Ça suffit. Alors LFI n'est pas au pouvoir. Non, mais bon, avec ce qu'ils disent par rapport aux médias, par rapport aux gens, on est arrivé dans un système où c'est la crapule, c'est la racaille qui est mise en avant, qui est excusée de tout. Et c'est à nous, contribuables, qui payons nos impôts, qui des fois allons oublier de payer une amende qui nous ont tapé sur les doigts. C'est le monde à l'envers. La France, c'est devenu la poubelle du monde, c'est devenu n'importe quoi. Alors Sarah, c'est votre point de vue, je vais faire réagir les vraies voix. Écoutez le pédigré, vous voulez réagir à tous les deux? Philippe Bilger, allez-y, parce qu'après on va vous dire des choses sur le... Non, alors pour Yann, vous apparaissez modéré par rapport à ce qu'il souhaite, parce que je suis très modéré. Il parle de complicité, ce qui voudrait dire que les juges ont eu l'intention de participer à la création des multiples délits du mineur. Délits et crimes. Oui, ce qui n'est pas vrai. Deuxième élément, bien sûr, je peux comprendre que devant un événement tragique où il y a des responsabilités judiciaires, je ne le nierai pas. Moi, si j'étais garde des Sceaux, il est évident, je tirerais des conclusions radicales de ces fautes professionnelles qui ont été commises, parce qu'elles révèlent un défaut de lucidité absolue. Ensuite, lesquelles, c'est autre chose. Non mais alors là vous changez un peu d'avis là Philippe. Non, parce que ça n'est pas une infraction. Ah oui c'est d'accord, ça n'est pas une infraction, d'accord, très bien, oui je suis d'accord. Moi le problème c'est que si on place le sujet à la fois sur l'émotion permanente, en oubliant quand même tout ce qui est la pratique du droit et le pratique juridique, ça peut pas fonctionner, vous voyez, malheureusement. Attendez, effectivement, les deux personnes là qui ont tué honteusement Elias. Oui, massacré. Vous pensez que je les approuve? Non, mais est-ce que vous pensez que je les approuve? Est-ce que vous pensez même que les juges... Est-ce que vous pensez même que les juges
qui ont ordonné leur contrôle judiciaire, leur chose que on va pas faire tout le dossier. Est-ce que vous pensez qu'ils sont réellement complices, parce que ça va même plus loin. Ils sont même complices. Je dis pas pour certaines personnes, ils sont même complices du crime. Je dis pas complices, mais je suis pas certain que ça les empêche de dormir. J'en suis pas certain. J'en suis pas. Écoutez, quand vous voyez toutes les remises, regardez. Cette semaine, 3 morts. Vous avez Matisse. Renversé par un type qui a pris 2 ans de prison avec sursis pour avoir torturé une personne. Excusez-moi, 2 ans de prison avec sursis pour séquestrer et torturer quelqu'un, c'est une peine digne de ce nom, Philippe Bilger. Donc, il faut réformer les lois. Parler des affaires que je ne connais pas, mon cher ça, c'est la réponse bien langue de bois. Non, mais dans le corporatisme judiciaire. Vous simplifiez ce que vous connaissez. Pour aller dans le sens de Philippe, pour aller dans le sens, c'est pas cher payé. pour aller dans le sens. D'où vous tirez ça? Du rapport qui est sorti dans tous les journaux, cher ami. Ah bon? Oui. Torturé. Disons torturé, oui, il lui brûlait les bras à la cigarette. Ça se torture quand même, non? Non, mais pour aller un peu dans votre sens. Pour faire de leur appartement, de son appartement, un train de stockage. Pour aller un peu dans votre sens, cher Philippe David, peut-être que les lois actuelles ne sont pas adaptées à la violence qu'on connaît aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai déjà vu des gens pour séquestration et torture prendre beaucoup plus cher que 2 ans avec sursis. Donc bien sûr, mais aux assises, bien sûr. Ou peut-être aux assises, peut-être, oui. Non, mais par exemple, l'aménagement automatique des peines, par exemple, c'est pas les juges qui en sont responsables, c'est automatique. Vous savez que quand quelqu'un est jugé et qui prend entre 8 à 12 mois, automatiquement il fera pas de prison. Mais c'est pas le juge qui décide de ça. Or, souvent dans l'esprit des gens et du public, on croit que ce sont les juges qui ont autorisé la libération de ces gens. Il y a une solution, vous mettez une peine qui l'envoie en prison et qui est donc plus lourde. Donc vous revenez à ce que je dis au début, il faut que les députés votent une autre loi. Mais non, les lois elles existent, mais elles ne sont pas appliquées par certains juges par idéologie. Le débat se termine, j'ai gagné avec un score digne de la Corée du Nord. J'espère que Philippe Bilger et René Chiche s'en remettront. Si on peut aller chercher le défibrillateur, ça leur fera pas de mal. Combien? 99%. On a gagné. C'est ça. Allez, tout de suite, un sujet beaucoup plus léger. Les vraies voix Sud Radio. Un couple surpris en plein débat sexuel à 140 km. Ah bah Philippe Bilger, ça a l'air de... J'ai lu ça tout à l'heure. 140 km/h sur autoroute. J'ai même pas eu le temps de dire qu'on n'y croyait pas, Philippe, et pourtant on n'y croit pas. Un couple a visiblement confondu. Un couple a visiblement confondu la voie rapide et la voie de l'amour. Près de Dortmund, un automobiliste de 37 ans et sa passagère ont été surpris en plein rapport sexuel alors qu'ils roulaient à 140 km/h. Leur véhicule zigzaguait dangereusement entre les fils, forçant même un camion à se jeter sur la bande d'arrêt d'urgence pour éviter le drame. Interpellé plus tard, le conducteur risque désormais jusqu'à 5 ans de prison. On est avec Maître Réglé, qui est avocat en droit routier. Maître, que risque-t-on quand on est dans ce genre d'affaires? Et je parle par exemple en France. Bonsoir à tous. Bonsoir. Déjà, le vrai risque qu'on prend, c'est que si on croise un radar automatique qui prend une photo, c'est forcément d'avoir un souvenir qui peut être douloureux. Ça, c'est pour la légèreté. Mais sur la loi, si on se dit les choses, il y a 3 textes qu'on pourrait appliquer. Une petite contravention, 35 €, d'un texte du Code de la route qui vient nous dire qu'on doit adopter à tout moment un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers. Ça, respectueux, effectivement. C'est 35 €. Bon. L'autre, c'est l'exhibition sexuelle. C'est 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. C'est pas rien, mais sur le permis, il n'y a pas d'impact. En revanche, là où on peut risquer beaucoup plus, c'est jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, vous l'avez rappelé, c'est la mise en danger délibérée de la vie d'autrui par violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Et donc là, pour le coup, ça pourrait être retenu. Et si un accident devait avoir lieu corporel, blessure ou homicide, alors on pourrait considérer que c'est une circonstance aggravante puisque c'est une violation d'une règle de prudence. Ah oui, ça peut aller, c'est très... Philippe Bilger voulait réagir, ça l'interpelle. Non, aucune circonstance atténuante avec le 7e ciel, maître. Non, mais le problème c'est qu'en Allemagne, la loi est beaucoup plus dure parce qu'il risque 5 années de prison. Moi, ma question c'était justement sur ces autoroutes allemandes où il n'y a pas forcément de limitation de vitesse. Est-ce que ça peut favoriser des comportements un peu plus excentriques ou excessifs, maître ? Oui, alors moi je vous dirais, les Allemands, on sait qu'ils roulent plus vite que nous et j'ai pas le sentiment que les chiffres de la mortalité soient pires que chez nous. Peut-être est-ce une question de culture, j'en sais rien. Peut-être qu'ils sont plus prudents, peut-être que leurs voitures sont aussi plus robustes, que les airbags sont meilleurs. Mais pour le coup, on va éviter de tester les airbags dans ces conditions quand même. je voulais vous la laisser pour le coup celle-là. Voilà. Ah oui, c'est quand même impressionnant, mais la loi est quand même beaucoup plus rigoureuse en Allemagne manifestement donc.
Oui, mais en France, je vous dis, si on applique le texte sur la mise en danger délibérée de la vie d'autrui, on peut aller jusqu'à 5 ans, et en cas d'accident, pour le coup, on peut aller au-delà. Là, évidemment, mais là, il n'y a eu aucun blessé. Alors, il y a un camion qui a dû aller sur la bande d'arrêt d'urgence justement pour éviter la voiture qui se rapprochait trop de lui, et on félicite le conducteur du poids lourd. Par contre, je lis là sur Bild Zeitung, il y a des infos qui tombent, c'est le quotidien numéro 1 en Allemagne. Je vous traduis, Der Fahrer ist französisch, heißt Philipp Bilger. Le conducteur est français, il s'appelle Philippe Bilger. Je comprends pourquoi vous avez réagi au tir. Mais non, mais je n'ose pas poser un certain nombre de questions qui mériteraient l'approfondissement que je souhaiterais apporter. Non, mais ça nous fait rire, mais tout de même, on voit à quel degré de gravité aurait pu conduire cet acte. Absolument. Merci beaucoup, Maître Antoine Réglet, avocat en droit routier. Tout de suite, les tours de table de l'actualité. Philippe Bilger. Je vais parler de cette députée républicaine, les Républicains de Haute-Savoie, si je ne me trompe pas, qui a décidé d'abandonner son mandat de député. René Chiche. Je vais parler de House of Dynamite, le film qui irrite le Pentagone et Donald Trump. Et moi, je vais parler de la légitime défense de l'autre côté des Alpes en Italie. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Philippe David. Retour des vraies voix de Sud Radio avec Philippe Bilger et René Chiche. C'est l'heure des tours de table de l'actualité. On est convoqué à la table ronde. Oula, le pognon à la limite, on ne cracherait pas dessus, mais là c'est pas le problème. Bon, alors quoi? C'est vous voulez des terres? Des terres? On est déjà pas assez pour s'occuper de celles qu'on a. C'est scandaleux. Alors quoi? C'est compliqué à expliquer en même pas une minute. Dans le détail, on sait pas, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'on en a plein le cul. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger voulait nous parler d'une députée qui a démissionné. Expliquez-nous tout. Absolument, c'est une députée des Républicains, je crois de députée de Haute-Savoie, qui a décidé d'abandonner tous ses mandats, et notamment celui de député. Ce qui m'a touché dans cette affaire, c'est que d'abord, il est très rare qu'on abandonne le métier politique. Même en le déplorant, malgré le stress qu'on subit, les insultes qui sont proférées, en général, les hommes ou les femmes qui sont dans le registre politique ne jettent pas l'éponge. Et ce qui m'a touché doublement, c'est que cette femme a dit, au fond, ce qui m'a profondément traumatisé comme député, c'est que je n'avais plus de contact avec l'humain, avec une sorte de relation amicale avec les citoyens. Elle a véritablement souffert d'être dans un univers qu'elle considérait comme trop dur, et donc elle a tiré les conséquences de cela. Et je trouve que c'est une femme qui a une résolution qui est très rare dans le monde politique. Je dis pas qu'elle a eu raison, en tout cas elle ne pouvait plus vivre ce qu'elle vivait. Alors, en même temps, si elle n'avait pas de contact avec les humains, il y a quelque chose qui me surprend. Elle non, mais sa circonscription, vous voyez, c'est quand même... Non, mais c'était au figuré, mon cher René. Ah, d'accord. Évidemment, ne prenez pas tout au pied de la lettre depuis le débat tout à l'heure. C'était pas très clair. C'était pas très clair, L'humain, vous savez ce que c'est que l'humain. Oui. Et c'est quoi l'humain? Oui, allez-y, dites-moi ce que c'est que l'humain. C'est l'humanité qu'on rencontre généralement, une certaine qualité de relation humaine. D'accord, ok. Je pensais que vous aviez l'esprit vif. D'habitude, vous êtes plus intelligent, plus précis. Excusez-moi de vous le dire, mon cher Philippe. Bon, en tous les cas, ça prouve bien une chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est vrai que la vie politique est devenue de plus en plus cruelle, violente, faite de compromissions, faite d'arrangements. Et d'ailleurs, je crois qu'elle-même l'a dit. Elle a dit que ce qui l'a aussi beaucoup choqué dans son expérience politique, c'est qu'il y avait beaucoup justement de compromissions, d'abandon, d'idées, vous voyez, et que d'ailleurs elle avait même été choquée par le fait qu'Éric Ciotti quitte les Républicains pour former l'UDR et s'associer, enfin s'allier avec le RN. Ça a été pour elle une sorte de chose cruelle, mais bon, je sais pas. En même temps, il y a parfois, ça provient aussi que même dans le monde politique, il y a des gens qui ont justement beaucoup d'humanité, qui sont très fragiles et qui ne sont peut-être pas faits pour exercer un mandat politique, surtout quand on est député. Peut-être que le mandat de maire est moins violent, vous voyez.
Même si on est à portée d'engueulade et de coups. Et voire même, il y en a qui ont été tués d'ailleurs. Oui, mais en même temps, le fait d'être député dans de la chaudière de l'Assemblée, avec tous ces débats violents, toutes ces insultes, toutes ces, même des fois ces indifférences qu'on peut avoir vis-à-vis de tels députés qui n'existent pas vraiment, je pense que ça a dû un petit peu la marquer. Et c'est vrai que par contre, je la respecte pour le fait d'avoir abandonné sa carrière. Votre tour de table. Alors voilà, moi c'est à la fois cinéma politique. Vous savez qu'actuellement sur Netflix, il y a un film de Catherine Bigelow qui a fait entre autres Zero Dark Thirty sur le track de Ben Laden, qui a fait Des mineurs, qui est le triomphe actuel qui s'appelle A House of Dynamite. Je fais le pitch en 2 secondes. C'est en fait, je sais pas si vous l'avez vu, c'est vraiment c'est un film, c'est pas une série. C'est un super film qui est actuellement sur Netflix. Donc qui raconte en fait l'attaque nucléaire sur les États-Unis. Il y a une attaque nucléaire qui vient d'on sait où. On imagine soit de la Chine, soit de la Corée du Nord, on ne sait pas d'où. Et en fait, le président des États-Unis et l'état-major américain ont 19 minutes pour réagir. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils déclenchent l'arme nucléaire, soit ils font rien. Pas sur qui? Non, mais ils savent pas exactement. Non, mais c'est informé. Mais au-delà de ça, aller au bout. Voilà, au-delà de ça, c'est que dans le film, Catherine Bigelow, qui a une grande connaissance en plus du monde militaire, elle est douée, militaire, et qui a écrit le film avec un grand journaliste aussi spécialiste d'action militaire qui s'appelle Noah Oppenheim. Donc c'est vraiment des spécialistes. Ils ont fait pendant 3 ans, ils ont été enquêtés au Pentagone, la CIA, l'armée américaine, enfin pour tout ça, l'état-major de l'armée américaine, etc. Et ils en déduisent qu'il y a que le bouclier américain antimissile ne serait que de 61% pour la défense, et non pas de 100%. Ça a déclenché, alors là, l'ire et la colère du Pentagone, qui a tout de suite fait un communiqué disant c'est entièrement faux, on a fait plein de tests, il y a 100%. Là-dessus, Catherine Bigelow a apporté des documents disant mais non, écoutez, on a enquêté, ce sont même des anciens chefs d'état-major, enfin anciens généraux de l'armée américaine qui prouvent que le bouclier américain antimissile n'est pas si bon que ça. Vous voyez, donc ça crée une sorte d'angoisse au sein de la société américaine. Et Catherine Bigelow et son scénariste ont été d'ailleurs soutenus par un grand magazine américain, The Atlantic, qui a fait une grande enquête, un grand magazine américain, qui a aussi démontré la même chose. Et alors tout ça pour vous dire quoi? C'est que le patron de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui a vu le film, Raphaël Grossi, s'appelle, a dit que c'était effectivement une hypothèse tout à fait crédible et que finalement l'armée américaine, le système de défense américain n'était pas si fiable que ça. Et comme par hasard, je vous ai remarqué, termine, il y a depuis 2 semaines, Donald Trump multiplie les appels pour renouveler les essais nucléaires, etc. Oui, il y a tout un contexte qui fait que, dans le contexte actuel, c'est quand même un peu inquiétant. Je le regarderai. Oui, regardez-le. House of Dynamite, c'est remarquable. C'est un véritable thriller. C'est sur Netflix. On va regarder ça. Oui, c'est formidable. Elle est très bonne, la femme. C'est celle qui a fait Ben Laden. Voilà, Zero Dark Thirty. Allez, moi je vais faire mon tour de table. Vous, c'était en France. Vous, c'était aux États-Unis. Avec moi, on va partir en Italie. Puisque c'est une affaire dont on parle énormément chez nos amis transalpins. C'est qu'un cambrioleur a été tué par balle par un homme de 68 ans à Rovigo. Rovigo, c'est une ville qui est dans le nord-est de l'Italie. Et en fin d'après-midi, lundi, 3 hommes cagoulés et vêtus de noir sont rentrés chez lui. Il avait une arme qu'il possédait totalement légalement. Il a tiré, il en a tué un et a priori blessé un autre. Et il ne va pas être poursuivi parce que Giorgia Meloni a changé la loi et que quand quelqu'un rentre chez vous, vous avez le droit d'ouvrir le feu sur lui sans limite, c'est-à-dire que lui n'a aucune poursuite, il est en légitime défense et le parquet les a poursuivis par contre pour tentative de vol qualifié. Alors ça a relancé en Italie le débat sur la légitime défense et c'est un tweet de Giorgia Meloni qui dit tout, je vous le fais en italien, la difesa è sempre legittima, la défense est toujours légitime et moi je pense que Giorgia Meloni a eu raison de changer la loi. J'ai un couple d'amis qui a été victime d'un homejacking qui sont encore traumatisés et je peux vous dire que s'ils avaient eu de quoi se défendre, ils n'auraient pas subi ce qu'ils ont subi. C'est-à-dire que je comprenne bien, dès que c'est dans votre maison, vous pouvez faire feu directement. Qu'on commet une agression. C'est ça. Moi, je trouve ça bien. Non, mais si c'est un. D'ailleurs, non, mais sérieusement, si c'est un ça cas n'est pas tellement éloigné. Non, mais si c'est un cas de légitime défense, là, dans le cas que vous avez exposé, Philippe, je comprends que ce monsieur, face à 3 personnes et il possède une arme pour se défendre, bon, il l'a tué. Alors maintenant, je ne veux pas apporter un petit peu de nuance, mais faut peut-être pas non plus
que ça devienne le Far West. Ça change quand même par rapport à la France. Je me rappelle cet homme qui était très costaud, qui avait 3 cambrioleurs, il en a immobilisé un. Le cambrioleur a porté plainte. Et la personne qui avait arrêté le cambrioleur a été plus condamnée que son cambrioleur par la justice. Non, mais je comprends. Je comprends. Le seul risque. Vous vous rappelez de l'histoire? Oui, bien sûr. Non, mais je comprends. Moi, je suis pour la légitime défense. Mais il y a quand même un risque parfois qu'on puisse peut-être tomber dans une sorte de Far West, non? Excusez-moi, mais quand vous rentrez chez quelqu'un cagoulé, ganté, masqué à 3. C'est pas pour lui vouloir du bien, théoriquement, non? Non, je suis d'accord, mais la différence, là, avec la France, René, c'est que, si je comprends bien, on n'a même pas besoin, dans le système italien, d'être menacé directement. Alors qu'ils sont chez vous, c'est Giorgia Meloni qui a changé la loi. Ah oui. Voilà. Donc, c'est complètement différent de la France. Parce que là, en France, lui, il irait dormir en prison. Hein. Et un homme de 68 ans. Je sais. Allez, tout de suite, on va parler de la valeur de l'or qui explose et des tentatives de vol de bijoux également, François-Louis Bourneau. Absolument, Philippe, absolument. L'once d'or se négocie autour de 3 500 €, soit le triple de son prix d'il y a 10 ans. Et ça n'épargne pas non plus les bijoutiers qui sont souvent, de plus en plus, attaqués. Braqués. On en parle dans quelques instants avant le ministre, et ce sera un ministre des Armées. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai. Donc, les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger et René Chiche. Et c'est l'heure de l'info en plus avec François-Louis Bourneau. Absolument. Les vraies voix Sud Radio. Et on revient du coup sur ce prix de l'or. L'once d'or, je l'ai dit tout à l'heure, se négocie autour de 3 500 €, soit le triple de son prix il y a 10 ans. Nous sommes avec Sandra Luth, qui est gérante d'un magasin d'or à Pontoise. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le prix de l'or augmente, mais il y a aussi de plus en plus de cas de braquage, notamment dans les bijouteries, dans les joailleries. Est-ce que vous vous sentez plus menacé qu'avant ? Oui, bien sûr, on est dans l'insécurité, il faut redoubler de vigilance en fait, parce qu'on n'est pas à l'abri, vu le cours de l'or qui est extrêmement haut. Voilà, il faut faire très attention. Le prix de l'or qui augmente justement, de votre avis, ça fait aussi monter le nombre plutôt de l'insécurité en fait? Oui, bien sûr, et puis le nombre de cambriolages aussi. Oui, bien sûr. Et est-ce que vous avez eu une protection plus virulente, on va dire, notamment par les pouvoirs publics, avec, je sais pas, vous êtes à Pontoise, donc en zone police, des patrouilles de police qui passent régulièrement devant votre boutique ou dans votre rue. Est-ce que les pouvoirs publics jouent le jeu dans ce domaine ? Les pouvoirs publics, non, pas forcément, mais bon, la police, oui, la police tourne, il y a des patrouilles, puis après, nous, voilà, on se sécurise par des caméras, alarmes, voilà, tout ce qu'il faut. Après, on redouble de vigilance aussi. Est-ce que vous avez des consignes comme dans les agences bancaires de la part de la police qui recommandent en général de ne pas résister? Est-ce que c'est pareil dans vos magasins? Ah bah oui, bien sûr. Si on est braqué, on donne tout. De ne pas jouer les héros, quoi. Ah, du tout. On ne risque pas notre vie. René Chiche. Oui, moi, est-ce que vous avez peur quand vous allez travailler maintenant? Non, moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans ce métier-là. Non, sinon, je ferais pas ce métier-là, mais non, j'ai pas peur au quotidien. Non, pas du tout. Non, parce que comme on parle d'une recrudescence de braquage et de vol de bijouterie. Oui. Et est-ce que vous avez de plus... Oui, allez-y. Oui, non, j'ai pas peur. J'ai toujours fait ça quasiment, donc non, j'ai pas peur. J'ai toujours été dans ces métiers-là, donc non. Sinon, bon. Et c'est quel profil de personnes qui amènent l'or? Ceux qui en ont besoin de vendre une chaîne ou une montre pour boucler les fins de mois, comme on dit, ou des gens qui ont pas mal d'argent et qui viennent apporter en disant c'est au plus haut, comme ça je vais récupérer de l'argent, je suis pas sûr que ça reste aussi haut. C'est quoi le profil des personnes qui viennent vous voir? Eh ben, comme vous avez dit, il y a tous les profils. Les gens qui viennent par besoin, vraiment par besoin pour manger, c'est le cas de le dire. Et puis vous avez les gens qui ont des successions, des héritages,
Voilà, on a vraiment tous les profils. Hein. Et puis, les gens qui vendent aujourd'hui, parce que l'or est historiquement... Au plus haut, oui. Ah oui, c'est sûr que c'est énorme. À 110 000 euros le lingot d'un kilo, ça fait quand même très très cher. Ceux qui l'ont acheté il y a quelques années à 3 500 euros l'once, c'était quand même beaucoup plus... Bon, c'est très rentable si on le revend aujourd'hui. Merci beaucoup. Exactement, oui. Merci beaucoup, Sandra Luth, gérante d'un magasin d'or à Pontoise. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez ministre des Armées, bonjour monsieur le ministre. Alors en plus vous avez un beau prénom, vous appelez David, personne ne dira le contraire, particulier pas moi. Monsieur le ministre des Armées, bonsoir. Bonsoir Philippe et bonsoir vos invités. Bonsoir. Alors monsieur le ministre, que feriez-vous? On vous avait entendu parler le SEMA hier, le chef d'état-major des armées. Qu'est-ce que vous feriez vous si vous étiez ministre des Armées? Je demanderai au président de la République de me donner tous les moyens de pouvoir rétablir la cohérence capacitaire des forces, c'est-à-dire en fixant un calendrier ferme et financé de modernisation de nos armées. Et je lui demanderai surtout de séparer le budget de la défense du reste du budget et qu'il ne soit plus débattu par des parlementaires totalement déconnectés qui n'y comprennent rien. Je pense qu'aujourd'hui, plus de la moitié de nos députés n'ont même pas fait leur service militaire. Donc on est avec des gens totalement déconnectés alors que la défense du pays est quelque chose de très sérieux. Vous avez été militaire, vous, David? J'ai simplement servi mon pays pendant une petite dizaine d'années sur un peu tous les théâtres d'opération des années 90. D'accord. Vous pensez qu'il faudrait donc sortir les problèmes militaires et le débat militaire de la vie parlementaire, c'est bien ça? Aujourd'hui, oui. Vous savez, il me semble que Clémenceau disait que la guerre était quelque chose de trop sérieux pour la laisser faire par des militaires. Absolument. On pourrait le dire de beaucoup de choses. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais aujourd'hui, je pense que la défense du pays est quelque chose de trop sacré pour la laisser entre les mains de certains politiciens. René Chiche. Oui, mais enfin, l'armée, c'est quand même... ça fait partie intégrante de la nation. Et les députés sont quand même des élus de la nation. Alors effectivement, tous les députés ne sont pas des spécialistes militaires. Donc effectivement, sur les 589 députés, il n'y a pas 589 spécialistes, mais il y en a certains qui s'intéressent fortement. Il y a une commission de la défense d'ailleurs à l'Assemblée, même au Sénat. Donc moi, par contre, je suis pas les débats de la commission de la défense, à part avoir lu 2 bouquins, les commenter et puis dire des âneries, excusez-moi le terme, alors que lorsque vous avez un général Lecointre qui dit vous exagérez. Les gens qui savent ce que c'est. Monsieur le ministre, vous exagérez un peu, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'il y a quand même des spécialistes des questions militaires. Je pense par exemple à un monsieur, quelqu'un qui s'appelle Jean-Michel Dejac, qui était d'ailleurs venu 1 ou 2 fois ici. Jean-Michel Jacques, pardon, excusez-moi, qui était un spécialiste. Ancien commando marine. Voilà, c'est ça, il y a quand même des spécialistes. Et moi, je ne suis pas du tout pour le fait de mettre de côté l'armée de la nation. L'armée, c'est partie intégrante de la nation et de la République. Donc les députés, les élus de la nation doivent s'occuper des affaires de l'armée. David. Oui. Allez-y, répondez. Pardon. Non, j'allais dire c'est un peu comme tout. Moi, enfin, vous voyez, je suis peut-être de la vieille école, mais pour moi, j'estime que le ministre des Armées doit être soit un militaire, soit quelqu'un qui s'y connaît. Le ministre de la Santé doit être quelqu'un qui vient du milieu hospitalier, etc., etc. J'en suis pas sûr. Vous savez, on a eu des exemples dans d'autres domaines où les professionnels étaient les plus mauvais ministres qui soient. Je voudrais vous poser une question. En manière de défense, je pense qu'on a été gâtés depuis Charles Hernu. Oui. Alors, une chose, David, vous avez entendu ce qu'a dit le CEMAC, et ce qu'on nous dit qu'il faut se préparer peut-être à une confrontation avec la Russie d'ici 3-4 ans. Est-ce que pour vous, on a une armée capable de tenir le choc aujourd'hui, parce qu'elle fait à peine plus de 200 000 hommes, et si on compte les unités combattantes, c'est à peu près 40%. Est-ce que là, aujourd'hui, l'armée française est, comme on dit en vocabulaire militaire, opérationnelle? Alors, il y a 2 choses. Si on prend un combat, on va dire, court, d'homme à homme, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui puisse égaler l'armée française. Par contre, après, effectivement, on n'a pas la profondeur pour tenir sur plusieurs mois, ça c'est clair. Mais c'est pas d'aujourd'hui que ça date. Ça date des dividendes de la paix, ça date surtout de M. Sarkozy, de M. Morin aussi, qui ont saboté l'armée française au milieu des années 2000, enfin au début des années 2000, pardon, et on paye aujourd'hui les pots cassés. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je peux vous dire que moi, je vous nomme à Ballard, alors que je ne nommerai en aucun cas Bilger ou René Chiche, place Vendôme, au ministère de la Justice. Il est méchant aujourd'hui, Philippe. Il est méchant, hein. Il est juste réaliste et il a juste le sens de l'État, cher ami. Je le mettrai ministre de l'indignation.
Allez, tout de suite, on retrouve Thomas Binet. On va parler copropriété. Vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes. Les conseils syndicaux, les réunions, etc. C'est très intéressant. Et juste après, mon coup de gueule, boycott fumigène, la culture selon LFI et la CGT. Ah oui. Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Bonsoir, nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et on aborde aujourd'hui un sujet que les copropriétaires ont parfois du mal à comprendre, du mal à saisir, les fameux documents comptables en copropriété. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, pour commencer, quelle est justement la réglementation applicable en matière de comptabilité pour les copropriétés ? Eh bien, la présentation de la comptabilité des copropriétés a été uniformisée en 2007 avec l'entrée en vigueur de l'obligation des modèles de présentation des comptes obligatoires pour tous et la tenue d'une comptabilité spécifique aux copropriétés. Ce texte a défini les modèles obligatoires de présentation des comptes et depuis le 1er janvier 2007, toutes les copropriétés utilisent normalement une comptabilité normalisée basée sur un plan comptable qui leur est propre. La réforme a par ailleurs rendu obligatoire la production de documents financiers selon des modèles normalisés pour faciliter la lecture et le contrôle et s'applique à toutes les copropriétés, quelle que soit leur taille et leur nature. Alors Philippe, quels documents comptables le syndic doit-il diffuser aux copropriétaires au cours de l'année ? Avant toute chose, ce que l'on appelle les appels de fonds. Ces avis, généralement envoyés trimestriellement, sont des acomptes calculés en fonction du budget voté par les copropriétaires en assemblée générale. C'est le même principe que les acomptes d'impôts qui sont régularisés en fin d'année. On les remplace, ces acomptes, par les dépenses réelles et la participation de chacun dans les dépenses. Mais à quoi servent justement ces fameux appels de fonds dont vous avez commencé à nous parler ? Les appels, généralement envoyés trimestriellement, servent à financer les charges courantes et parfois des dépenses exceptionnelles. Le syndic doit aussi fournir le budget prévisionnel, présenté en assemblée générale, qui permet à chacun d'anticiper les dépenses futures. Ces documents, s'ils sont simples en apparence, sont fondamentaux pour la bonne compréhension de la gestion de la copropriété. Philippe, et lors de la clôture de l'exercice comptable, quels documents précis le syndic doit-il communiquer à l'ensemble des copropriétaires ? À la clôture des comptes, c'est-à-dire en fin d'exercice, le syndic remet aux copropriétaires un ensemble complet de documents pour information et approbation en assemblée générale. D'abord, il s'agit des 5 annexes comptables obligatoires, l'état financier après répartition, le compte de gestion général, les comptes de gestion pour opérations courantes et pour travaux exceptionnels, ainsi que l'état des travaux non clôturés. Ces annexes offrent une vision précise et détaillée de la situation financière de la copropriété et des opérations réalisées. Et le syndic doit-il fournir d'autres éléments que ceux que vous venez d'évoquer ? Oui, il transmet également la liste des soldes de chacun des copropriétaires, ainsi que la situation de trésorerie de la copropriété et le budget qui sera soumis au vote de l'Assemblée générale. En complément, les copropriétaires peuvent demander à consulter le grand livre, le livre journal et la balance générale qui enregistrent toutes les écritures comptables effectuées. Ces documents sont consultables chez le syndic selon des modalités qui sont fixées en assemblée générale. Et les copropriétaires peuvent-ils avoir accès aux factures de leur immeuble ? Bien sûr. D'abord, le conseil syndical est invité chaque année à vérifier la comptabilité dans son ensemble avant sa diffusion, qui n'est en général réalisée qu'après ce contrôle. Et les copropriétaires ont accès aux mêmes factures et aux documents comptables de la copropriété, grands livres, journaux comptables, dans des conditions qui sont également fixées par l'Assemblée générale. Et un dernier mot pour parler justement de la fameuse comptabilité. Oui, ou plutôt au sujet de la trésorerie. Oui. Il faut rappeler que chaque copropriété dispose de son propre compte bancaire, totalement distinct de celui du syndic. Donc, j'aime à le dire assez souvent, quand un copropriétaire ne paye pas ses charges, quelle qu'en soit la raison, ce n'est pas le syndic qui est lésé ou qui est pénalisé, c'est la copropriété. Oui. Avec des risques de situation très critiques, car le syndic peut se trouver dans une situation où il ne peut pas payer les fournisseurs, qu'il s'agisse de l'eau, de l'électricité, du chauffage ou des prestataires intervenant dans l'immeuble. Alors, payez vos charges pour éviter les vrais problèmes dans votre copropriété et les poursuites judiciaires jamais très agréables. Merci Philippe pour toutes ces précisions et on vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger et René Chiche. Dans quelques instants, à 19h15, la question du soir. Faut-il redonner aux maires le pouvoir de réorganiser les centres-villes? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On en parlera avec Frédéric Macarez, maire de Saint-Quentin dans l'Aisne. Mais tout de suite, c'est l'heure du coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 19e arrondissement de Paris. Pourquoi le 19e arrondissement de Paris? Parce qu'un événement particulièrement scandaleux s'y est passé hier soir. On écoute ceci. Le son que vous venez d'entendre s'est bien tenu hier dans le 19e arrondissement de Paris. Peut-être avez-vous pensé en l'entendant qu'une ZAD venait de s'y installer ou qu'il y avait une manifestation contre une méga bassine comme à Notre-Dame-des-Landes ou Sainte-Soline, ou encore qu'il y avait un match et que les bruits de fumigène venaient d'une tribune chaude. Mais non, ni hooligan, ni punk à chien à l'horizon. Le son que vous venez d'entendre se passait au sein de la Philharmonie de Paris où se produisait l'Orchestre National d'Israël. Mais d'où peuvent venir ces hurlements et ces allumages de fumigène dans un lieu fermé, comportement criminel qui aurait pu mener à un incendie et un mouvement de foule? On écoute Rachida Dati, la ministre de la Culture au micro de Sud Radio, répondant à une question de notre ami Jean-François Aquili. Est-ce que c'est le rôle de la CGT Spectacle d'appeler au boycott ou de vouloir censurer des artistes? Non. Voilà. Et moi, je vais vous dire, bienvenue à cet orchestre, à la Philharmonie. Ça sera un grand moment de communion et de partage autour de la musique. Et on dit que la musique adoucit les mœurs. Et ben là, c'est évidemment, cette expression prend tout son sens. Donc je leur dis bienvenue et aucun prétexte pour une censure et au boycott. Et certains se servent de certains événements pour exprimer leur antisémitisme, qui, je le rappelle, est un délit. Vous avez bien entendu, cette opération violente avait pour origine la CGT Spectacle qui, bien que n'appelant pas au boycott contrairement à d'autres, avait publié un communiqué dans lequel était écrit, je cite, « La Philharmonie de Paris ne peut accueillir l'Orchestre Philharmonique d'Israël sans rappeler à son public les accusations gravissimes qui pèsent contre les dirigeants de ce pays, ni la teneur des crimes commis à Gaza, ce concert étant compris comme une entreprise de normalisation de la part de l'État d'Israël. » Une CGT Spectacle beaucoup moins regardante dans d'autres occasions, quand les chœurs de l'Armée Rouge ou des spectacles culturels chinois venaient ou viennent encore en France, mais c'est vrai que l'Union soviétique ou la Chine communiste étaient ou sont dans le camp politique de la CGT, à défaut d'être dans celui des démocraties. C'était donc strike hier soir pour l'extrême gauche entre l'appel au boycott d'Amir à Brest et le saccage du concert de l'Orchestre National d'Israël. Manon Aubry, qui n'a pas condamné pour être la chef d'orchestre de la CGT Spectacle, lors d'un concert qui commencerait par Ode aux antisémites et se conclurait par Requiem pour la culture. Vous avez raison, et j'ai appris sur Europe 1, où j'étais à 14h, à 13h, que l'Orchestre d'Israël existe même, a été créé avant même la création de l'État d'Israël. Absolument. Vous avez raison, Philippe, le plus scandaleux, ça a été la réaction de Manon Aubry et celle de Jean-Luc Mélenchon, qui répète le terme génocide. C'est moins grave que le génocide, c'est ça? Génocide, et c'est totalement scandaleux. Alors, excusez-moi, je vous donne la parole, mais pour être pas trop long, il y a une flopée de tweets de tous les députés insoumis qui disent que c'est scandaleux d'avoir frappé notamment le type qui avait un fumigène alors qu'il pouvait foutre le feu carrément à la Philharmonie. Il faut être un peu sérieux. Mais, franchement, en plus, c'est très grave ce qui s'est passé hier. Ça aurait pu très très mal se terminer. Vous avez les gens qui ont peur, qui partent, il y a un mouvement de foule, ça peut faire très mal. Franchement, c'est très grave. Mais en plus, il ne faut pas se voiler la face. Moi, je suis persuadé qu'il y a eu des complicités pour rentrer les fumigènes, etc. Des agents de sécurité de la Philharmonie. C'est impossible de rentrer avec des fumigènes, alors qu'en plus, c'était un événement sous haute protection. Cet événement était vraiment... Donc, non, mais ça devient de plus en plus grave. Et en plus, Manon Aubry, ce matin, qui a été absolument horrible. C'est fou. Mais qui ne condamne pas. Qui ne condamne pas, et qui a même été... qui a même condamné Enrico Macias. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Enrico Macias qui a fait un concert sous prétexte. Alors elle a dit parce que sous prétexte qu'il lui aussi soutient.
Mais attendez, mais Enrico Macias, c'est un chanteur français. Devient de la fait partie du patrimoine de la chanson française. Comme Amir, bien sûr. D'ailleurs, j'ai remarqué que les membres de LFI disent exprès Amir Haddad. Oui. Ils mettent bien en évidence son nom, son patronyme, alors qu'en fait, il est connu sous le nom d'Amir. Mais franchement, ça devient très très grave. Et quand on pense que la CGT, même Sophie Binet d'ailleurs, n'a pas du tout été au niveau, quand on pense qu'Henri Krasuki, lui, à l'époque, a adoré le spectacle, vous savez, le grand... C'était un grand mélomane, incollable sur la musique classique. Non mais sérieusement, là je trouve que là, on arrive à un niveau qui devient très très inquiétant. Amir, par exemple, risque de se faire tuer un jour, on n'en sait rien. Bien sûr, sérieusement, c'est très grave. Et je trouve que là, le gouvernement et le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice devraient être beaucoup plus fermes. Mais c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai parlé hier dans mon tour de table de l'actualité. Très bien. C'est demain matin également sur Sud Radio, je le tease avec notre ami Maxime Liédo à 9h15. Il recevra Pierre Gastineau, co-auteur du livre Enquête, Les espions du président aux éditions Albin Michel. C'est un livre passionnant et ce sera demain avec Maxime Liédo à 9h15 sur Sud Radio. Tout de suite, on vous pose cette question. Faut-il redonner aux maires le pouvoir de réorganiser les centres-villes? Vous dites oui à 85%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Ça s'est passé dans le Grand Matin Sud Radio. Et comme tous les vendredis, c'est la carte blanche de Régis Maillot. Shine, tu peux acheter une robe, une matraque, un cancer cutané, le tout livré avant ton anniversaire. C'est plus un site, c'est un inventaire de perquisition à la PJ, toi. C'est quand même le seul site où tu peux ruiner la planète, ta santé et la morale sans dépasser ton découvert bancaire. Le Grand Matin Sud Radio, tous les matins, 7h-10h. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger et René Chiche. Faut-il redonner le pouvoir aux maires de réorganiser les centres-villes? Vous dites oui à 85%. Nous avons avec nous Frédéric Macarez, maire de Saint-Quentin, qui pourrait être pour rendre... on est en train de l'appeler jingle, c'est parti. C'est parti. La grogne des maires de France. Il a supprimé aux maires la taxe d'habitation, ce qui est idiot, parce qu'en réalité en faisant ça, on enlève ce qui permet aux maires de gérer leur commune. Oui, quand la France va mal, quand la France se déchire, les maires sont là pour réparer. À proximité. C'est devenu très compliqué pour les maires. Il n'a pas tant de pouvoir que ça. Contre la suppression de la taxe d'habitation, la baisse régulière des dotations de l'État, le coût délirant, l'hiver dernier, on s'en souvient, de l'énergie, eh bien beaucoup de communes aujourd'hui se retrouvent sur le flanc. Les vraies voix Sud Radio. Et donc on vous pose cette question, faut-il redonner aux maires le pouvoir de réorganiser les centres-villes? Vous dites oui à 85%. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Frédéric Macarez, maire de Saint-Quentin dans l'Aisne. Est-ce que vous trouvez, vous qui avez quand même maintenant quelques années de vie, on a à peu près, enfin, on a tous quelques printemps derrière nous, que les centres-villes se sont beaucoup dévitalisés avec le temps, Philippe Bilger? Ah oui, absolument. Et je me souviens de Pérégrination, et le hasard médiatique fait bien les choses, avec Xavier Bertrand, lorsque je faisais une conférence à Saint-Quentin et qu'il était le maire, et qu'il m'indiquait que son principal souci était de vivifier, de sauver le centre-ville, et j'attends avec impatience son successeur pour savoir s'il a pu continuer cette offensive. C'est sa successeur parce que c'est Frédéric Culle. C'est une femme. René Chiche. Mais moi qui suis un pur Parisien, qui suis né à Paris, qui vit à Paris depuis toujours, je me rends compte quand même qu'il y a de graves problèmes à ce niveau. Hier, j'étais au boulevard Saint-Michel. Mais c'est incroyable le nombre de boutiques qui sont allouées, fermées. C'est devenu une tristesse absolue. Même dans des petites rues parisiennes, vous avez aussi la même chose. Ce qui était bien avant, c'est qu'on pouvait faire ce qu'on appelle du lèche-vitrine. Vous savez, un magasin de vêtements, un magasin de chaussures, un magasin de bougies. Ce n'est plus. Même les grandes villes sont touchées par ça. Et ça devient de plus en plus triste. Et nous retrouvons Frédéric Macarez, maire de Saint-Quentin, qui plaide pour rendre aux maires le pouvoir d'agir sur les commerces de proximité. Bonsoir, Madame la maire. Bonsoir. Alors, première question, comment les maires peuvent-ils reprendre la main sur la planification commerciale dans leur commune face aux moyens qui sont a priori actuellement limités? Alors, ce qu'on demande, donc on vient de rendre un rapport, une mission commerce. Donc, j'étais représentante en tant que maire, mais il y avait Antoine Saint-Troyan, le directeur de la Banque des Territoires, et Dominique Schelcher, le président de Système U. Oui. Donc, on a travaillé ensemble pendant 3 mois. On est allé sur le territoire français. On a auditionné 100 personnes. Et donc, il y a plusieurs éléments. Nous, on fait 30 recommandations, dont 12 prioritaires. Et dans les sujets qui sont importants pour nous, c'est de donner plus de pouvoir maire.
puisque aujourd'hui, en fait, on le sait ou pas, mais c'est la liberté du commerce. Et donc, un maire, eh bien, à part l'urbanisme, il ne choisit pas les implantations de commerce dans des artères commerçantes. Donc, on est plutôt pour continuer à avoir une certaine liberté du commerce, mais toutefois, sur des axes qui paraissent stratégiques, quand une stratégie est réellement arrêtée et dessinée, et bien de permettre au maire de donner son avis au travers de la loi. Donc on demande plus de pouvoir pour les maires. René Chiche. Oui. Bonsoir Madame le maire, on dit. Hein. Moi j'ai dit Madame la maire. Madame la maire, excusez-moi, pardon. Ça dépend. Justement, dans le rapport que vous avez rédigé avec vos collègues, je crois qu'il y a une mesure qui concerne, parce que j'ai entendu ce matin le ministre Serge Papin qui parlait des animateurs ou managers de commerce de centre-ville. C'est ça. Alors moi, je croyais que dans les mairies, il y avait des adjoints chargés du commerce et l'artisanat, des choses comme ça. Donc ça existait déjà. Est-ce que je me trompe ou bien c'est autre chose que les adjoints au maire chargés du commerce? Oui, c'est un peu différent. En fait, il faut peut-être reprendre les grands sujets du commerce. Si vous voulez, aujourd'hui, la vacance commerciale augmente partout en France. Il y a eu 50 millions de mètres carrés qui ont été créés depuis 2020 alors que la consommation était à tonnes. Les maires ont très peu de pouvoir sur ce type de sujet. On a eu bizarrement des créations d'emplois, 800 000 emplois créés dans le commerce depuis 2006, mais essentiellement tirés par la restauration et la crise de l'habillement, avec toutes les enseignes iconiques qui disparaissent au fur et à mesure de toutes les villes de France. Ça a commencé avec Camaïeu, dans les dernières on avait NAF et IKKS, et donc c'est très violent. Nous, une des premières choses que l'on demande, parce qu'il y a deux préalables pour que le commerce puisse fonctionner, c'est d'abord qu'on lutte contre la concurrence déloyale et contre l'inéquité, puisqu'aujourd'hui les commerçants de centre-ville ou les commerçants physiques ne peuvent pas lutter, puisque ce ne sont pas les mêmes armes par rapport aux plateformes, par rapport à tous ceux qui n'ont pas les charges qui sont imputées au commerce de centre-ville. Donc pour nous c'est très important, et la taxe sur l'achat numérique de biens importés est pour nous quelque chose de très important, de même que le contrôle des marchandises. Et on redit qu'à l'approche de Noël, il y a de quoi être inquiet sur les achats qui sont faits par les personnes de l'extérieur. Alors sur la question que vous avez posée sur les managers de commerce, en fait la question du foncier est devenue très importante. Il y a beaucoup de fonciers libres dans les villes, des fonciers qui sont parfois à la main de grandes foncières parisiennes sur toute la France, des foncières qui sont à la main de propriétaires qui habitent pas forcément dans nos villes, avec des loyers très chers qui sont totalement décorrélés de la situation. Et aujourd'hui, manager de commerce, oui, il y a toujours cette question d'animation à mettre en place, mais il y a aussi tout le travail autour du foncier, du suivi, de la négociation qui peut se mener, des observatoires des locaux, et les maires et les municipalités sont appelés à s'intéresser à des biens privés, alors que par le passé ça n'était pas le cas. Il y a aussi des initiatives de foncières commerciales qui sont très importantes, là où on a des biens dégradés qui ne retrouveront pas preneur, et bien la puissance publique associée au privé, parce que ça peut être des foncières qui sont à la fois publiques et privées, peuvent faire des rachats de locaux, les reconfigurer, décider de mettre à nouveau des commerçants dedans dans des conditions du marché. Et puis on a aussi, moi dans ma ville ça va être le cas, on va monter une concession d'aménagement, on rachètera des locaux qui sont aujourd'hui fermés. Et il faut aussi accepter que dans certains lieux, eh bien peut-être on ne replace pas du commerce en rez-de-chaussée, puisque je disais qu'il y a trop de locaux commerciaux, donc il faut aussi réfléchir à la galette commerciale. Dans quelle rue on laisse le linéaire, et peut-être que sur d'autres rues ou sur d'autres espaces, il faut transformer différemment. Philippe Léger, vous posez une question. Madame le maire, je me souviens de mes échanges avec Xavier Bertrand dans cette belle ville de Saint-Quentin. Pouvez-vous nous indiquer pour quelles raisons et à partir de quand les centres-villes ont été désertés? Parce que ça n'était pas évident. On pouvait penser au contraire que les centres-villes seraient naturellement l'objet des commerces essentiels. Bah écoutez, le centre-ville n'a pas échappé aux crises successives que nous avons vécues depuis le Covid. Chaque année, le commerce de centre-ville a été impacté par le Covid dans un premier temps, les fermetures,
la crise énergétique et la crise du pouvoir d'achat. Les Français n'achètent pas quand il n'y a pas beaucoup d'argent. L'impact de l'Ukraine a été très important. La crise des Gilets jaunes, la crise institutionnelle. Vous voyez bien que le taux d'épargne des Français a fortement augmenté. Il est passé de 14% en 2019 à 19% en 2025. Donc ça se ressent forcément sur la consommation. Et dans le même temps, la vacance commerciale a continué. Donc ça, c'est ces causes-là, les crises, c'est très très impactant pour le commerce de centre-ville. Et puis on a un changement de modèle avec d'autres typologies d'achat donc sur le numérique. On a des consommations qui sont très différentes. Aujourd'hui, on achète peut-être moins de biens, mais peut-être plus de loisirs aussi. Moi, j'ai toujours cet exemple en tête des jeunes qui très fréquemment maintenant ont un abonnement à la salle de sport et ça fait partie des choses qui sont très importantes pour eux. Il y a d'ailleurs des salles de sport qui arrivent, y compris dans des secteurs ruraux. Donc ça, c'est des arbitrages qui sont un peu différents. Et puis dernièrement, cette dernière année, et c'est pour ça qu'il y a urgence à agir quand on parle de concurrence déloyale, avec les droits de douane américains et la situation géopolitique, on se fait totalement inonder des produits chinois. Et donc, on a une accélération du mouvement qui est particulièrement inquiétante. Et c'est pour ça qu'avec les co-rapporteurs, on appelle à un sursaut et à des mesures fortes pour que nos centres-villes puissent continuer à évoluer, remplir leurs fonctions à la fois commerciales, mais aussi de convivialité pour les populations. On reste un pays latin, où on a du plaisir à se retrouver. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est être sur le modèle américain où on n'a pas du tout de centre-ville. Et donc, c'est même peut-être plus les malls et juste l'achat Internet, vraiment le modèle général. Nous, on a envie de continuer à avoir des cœurs de ville qui vivent, où on travaille, où on habite et où on consomme. Merci beaucoup Frédéric Macarès, maire de Saint-Quentin. Une question pour une réponse très courte. Est-ce que votre belle commune s'est remise du passage de Philippe Bilger pour faire une conférence ? Oui. Alors, je n'en ai pas le souvenir. Mais, voilà, c'est vendredi soir et la semaine a été longue. Alors Madame le maire, vous avez le droit de ne pas répondre à des questions discutables. Voilà, c'est ça. J'aurais pas dû répondre, en fait. C'est discutable. Voilà. Mais si vous voulez revenir, alors si je comprends... Avec grand plaisir. Merci beaucoup Frédéric Macarès, maire de Saint-Quentin. Allez, tout de suite, Sud Radio fait sa transat. Sud Radio fait sa transat. Bonsoir François-Louis Bournou. Alors on continue à suivre Joël Paris, skipper malvoyant et Goulven Marie, navigateur pro engagé dans la catégorie classe 40 avec leur bateau Rêve à perte de vue. Bonsoir Philippe. Alors comme chaque jour, Joël Paris nous embarque dans sa transat et ça va mieux. Vraiment, on sent qu'ils vont bien, on sent qu'ils sont contents. Figurez-vous qu'après avoir retrouvé le soleil, nos navigateurs ont enfin retrouvé un peu d'équilibre à bord. En fait, depuis le départ, depuis 15 jours maintenant, on vit penché à 45 degrés, on vit comme des dahus dans le bateau, parce que le vent est de face, ça tape, c'est même parfois difficile en pleine tempête. Et là, depuis ce matin, on a le vent cette fois-ci de 3/4 arrière, donc on a mis la grande voile, donc le bateau est presque à plat, et ça change tout, quoi. Donc on avance dans la bonne direction, vite, et dans un confort plus que relatif. Et quand le bateau redevient stable, c'est tout un petit confort qui revient. On se détend, on profite et certains, dont Joël Paris, s'en profitent même pour se refaire une petite beauté. On a enlevé une couche de nos affaires, donc ça fait quand même du bien. Moi j'ai enlevé mes bottes, j'ai même mis mes crocs. Et bref, c'est le pied quoi. Et je me suis fait un petit plaisir, c'est que je me suis rasé la tête avec ma tondeuse électrique. Voilà des petits trucs tout bêtes, mais qu'on savoure vraiment. C'est ça aussi le bateau, c'est qu'on savoure tous nos gestes du quotidien. Voilà, se raser la tête avec une tondeuse électrique, c'est un plaisir que prend Philippe David très souvent, je crois. Absolument. J'en ai pas la confirmation. Voilà. En tout cas, on continuera bien sûr de suivre nos deux skippers, même ce week-end, et puis on continuera la semaine prochaine à suivre leurs exploits, leur exploit qui est donc de faire cette transat. Et puis pour le moment, voilà, ils sont dans de bonnes conditions au large de Madère. Merci beaucoup François-Louis Bournou, avec une chronique qui n'était pas madérisée du tout. Absolument, mais j'ai le vent en poupe toujours, Philippe. toujours. On n'en doute pas. Allez, c'est l'heure de prendre notre gagnant. Direction Ségoufielle, dans le Gers. Bonsoir, Johan. Bonsoir à toutes les vraies voix. Eh bien, vous avez gagné en envoyant un SMS Sud au 72018. Donc vous avez gagné un projecteur Tikino, la boîte à histoire qui fait voir les choses en grand, spécialement conçu pour les 3-10 ans. Ce projecteur révolutionnaire est à la fois ergonomique, robuste, sécurisé et fonctionne comme un petit cinéma à la maison. Il projette ses vidéos grandeur nature sur le mur ou au plafond. Vous avez des contes, de la méditation, du yoga, de l'anglais, des contenus découverts.
pour des heures de partage en famille sans surstimulation. Et c'est un cadeau d'une valeur de 170 €. Le week-end commence bien. Super, je vous remercie, franchement c'est super. Avec grand plaisir. La famille va être contente. Vous avez des enfants? Oui. J'ai une petite fille qui a 3 ans justement. Oh bah parfait, là elle est pile au tout début de profiter du petit kilo. Vous êtes un auditeur régulier de Sud Radio? Oui, tous les soirs, après le travail, je vous écoute tous les soirs. Oh, c'est très gentil. Vous aimez donc bien les vraies voix alors? Ouais. C'est ça, on rigole bien. Vous travaillez dans quoi? Moi je suis dans l'automobile pour Mercedes à Lonagé. Oh, c'était à côté de mon ancien bureau. Je vois très bien où est le garage. Effectivement, ça me rappelle des souvenirs là d'un coup. Eh bien, écoutez, Johan, on vous dit bravo, Johan, de Ségoufiel dans le Gers. Mais c'est juste à la limite de la Haute-Garonne de mémoire. C'est vers l'île Jourdain, c'est ça? C'est ça, c'est à la limite. C'est ça. Juste à côté de l'île Jourdain. Voilà. L'île Jourdain, la ville de Patrick Tabaco, grand rugbyman français qui avait joué à Colomiers et au Stade Français. Merci beaucoup, Johan. Bravo encore. On vous embrasse. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité. On vous souhaite un bon week-end. Et on va justement parler rugby. Salut Alexandre Priam. Ouais, salut les vrais bois. Tiens, tu parles de Patrick Tabaco, je l'ai au téléphone il y a 2 jours pour parler un peu de rugby, tu vois. Ah bah c'est pas vrai. Alors si t'as eu Patrick au téléphone, c'est quand même dingue. Et qui était de l'île Jourdain, enfin qui est de l'île Jourdain, d'ailleurs, ça n'a pas changé. Alors menu Pro D2 et demain 15 de France. Mais aujourd'hui 15 de France aussi. Moi, France-Afrique du Sud me fait mal. Je pense encore à il y a 2 ans, il y a Ben O'Keefe. Ah oui, mais toi tu vis dans le passé, Séville 82, tout ça, c'est des douleurs que tu n'arrives jamais à refermer, Philippe. Mais on va essayer de corriger les choses. Alors quand même, déjà, je peux vous dire que l'équipe de France n'a plus battu l'Afrique du Sud à Paris depuis plus de 20 ans. Depuis 20 ans en fait, exactement. Donc ça va être un grand rendez-vous demain sur Sud Radio. C'est le top départ de ces tests de novembre avec les champions du monde qui arrivent au Stade de France pour rééditer l'affront qu'ils nous ont fait en 2023 lors du quart de finale. On sera prêt, nous a dit cette semaine en conférence de presse Fabien Galtier. On fera le point évidemment sur toute la semaine de préparation des Bleus et des invités prestigieux demain. Guy Novès, Rémi Martin, Julien Bonner seront avec nous, Benjamin Fall, avec Daniel Herrero, Philippe Spanghero, François Trio, toute l'équipe en direct du Stade de France. Et puis ce soir, avant toute chose, la Pro D2, c'est le grand rendez-vous de tous les vendredis soirs avec des rencontres passionnantes, Colomiers-Aix-en-Provence. Et puis surtout ce soir, il faudra suivre avec un œil aiguisé ce match, ce grand rendez-vous entre Nevers et Vannes à 21h. Et c'est bien sûr sur Sud Radio. Il y a déjà 3 bonnes nouvelles pour demain soir. Premièrement, Ben O'Keefe n'est pas au sifflet. Deuxièmement, la vidéo devrait marcher, contrairement à il y a 2 ans. Et c'est sur Sud Radio. Allez, tout de suite, le rugby. Et on se retrouve nous lundi. Ah non, pas lundi. Lundi sera Cécile de Ménibus. Je serai absent lundi et mardi. Et je vous retrouverai mercredi avec Cécile avec un immense bonheur. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.